En plus. Ah, ça marche. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence organisée en collaboration avec Expat Pro sur les défis des troubles du neurodéveloppement dans les parcours scolaires et atypiques. Une conférence qui abordera notamment le sujet de l'accompagnement de ces enfants et adolescents atypiques. C'est Florence Paris qui nous propose cette conférence. Florence est enseignante spécialisée, praticienne en psychopédagogie positive et ludopédagogie, experte neuroatypique et passionnée par les sciences cognitives. Florence, elle accompagne les neuroatypiques à tout âge pour améliorer leur capacité cérébrale grâce à la méthode de ludocognitif et aux ateliers de stimulation cognitive par le jeu. Alors, Anne-Laure Briand, qui est ergothérapeute, devait également animer cette conférence, mais un imprévu l'en empêche. C'est donc toi, Florence, qui va nous guider Oui, sur ces thématiques de la scolarité des enfants neuroatypiques ce soir. du- Je te laisse la parole. merci. Du coup, j'ai recadré un peu la présentation en fonction de mon expérience. Et puis, si le cœur vous en dit pour qu'on aille un peu plus loin avec Anne-Laure, on refera une autre, on pourra reprévoir une autre date, je pense, que ça serait pas très, très compliqué. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai fait 15 ans de poste de chargé de mission auprès de l'Éducation nationale, où je me suis occupée en particulier des élèves porteurs de handicap et puis des élèves à haut potentiel avec ou sans troubles du neurodéveloppement. Donc aujourd'hui, on va, bon ça c'était le plan, c'est pas la peine qu'on revienne là-dessus. Vous l'avez eu de toute façon quand vous avez reçu l'invitation. On va parler des différentes neuroatypies. Donc je vais commencer par les hauts potentiels intellectuels puisque mes 10 dernières années dans l'éducation nationale s'occupaient des dossiers d'élèves à haut potentiel avec ou sans troubles du neurodéveloppement. Et puis après, on va bifurquer sur les différents troubles. Donc, quand on parle de neuroatypie, on parle aussi de dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dysgraphie. On va venir un petit peu plus dans le détail après. Des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité et des troubles du spectre autistique. Alors, vous avez des infographies qui sont très bien faites chez Optoys. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Et là, celle-ci, elle est un petit peu vieille, mais elle vous décrit donc dyslexie, dysorthographie. Tout ça, c'est le trouble spécifique du langage. Je vous la mets en plus grand, regardez. Les troubles spécifiques du langage écrit, quand ça commence à s'installer et à s'exprimer, ça se porte sur l'apprentissage de la lecture et puis après, ça se porte sur l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire. J'aime bien ces infographies-là parce que elles montrent aussi des personnes connues qui sont porteuses. Là, par exemple, vous avez Bill Gates, vous avez Nathalie Baye, qui est une grande dyslexique, vous avez Einstein, qui est un dysphasique, qui a mis beaucoup de temps à mettre en place la parole, le langage oral. Si je reviens sur cette diapo-là, donc là, on a fait dyslexie, dysorthographie. Je vais trop vite? Non. Après, on passe à la dyspraxie et la dysgraphie. Ça, c'est les troubles de corporels, c'est-à-dire la motricité globale qui se porte, donc, qui s'appelle la dyspraxie et qui se porte dans le corps au sens global et au sens large. Donc, ça donne des enfants qui sont gauches et maladroits et qui se cognent souvent ou qui tombent souvent. La dysgraphie, c'est la même chose, mais en motricité fine, c'est-à-dire que ça va se porter sur l'écriture et l'organisation dans l'espace feuille. Et puis la dysphasie, c'est le langage oral. Donc ce sont des enfants qui en général mettent du temps à commencer à parler. On va commencer plutôt vers 5 6 ans. Einstein, il a commencé à 7 ans, je crois. Donc si vous allez sur le site Optoys, vous allez trouver des infographies sur toutes les neuroatypies. Là, je vous en ai mis une pour que vous voyez comment ça se présente, mais il y en a d'autres. Et puis, vous avez le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est un trouble neurodéveloppemental aussi, qui se porte sur le déficit attentionnel et qui peut aussi se présenter avec de l'hyperactivité. Tous ces troubles-là impactent les fonctions exécutives.
On va commencer par les élèves à haut potentiel. On appelle de tas de façons différentes. Peut-être que vous les avez entendus. Alors, il y a 5 ans, jusqu'à il y a 5 ans, on parlait de élèves intellectuellement précoces ou enfants. À partir de 2021 ou 2019, je ne sais plus bien, enfin, ça fait pas longtemps qu'on est parti sur du haut potentiel intellectuel. On parle aussi de surdoués. Dans les pays anglo-saxons, on va dire gifted, donc les enfants doués. Et puis, on voit souvent aussi le terme de zèbre. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, certains, oui. On parle de zèbres parce que les zèbres sont indomptables. Il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre, qui vont très très vite et qui ont des capacités pour se cacher qui sont très importantes. Tout ça, ça renvoie à un fonctionnement cognitif particulier et pas à une intelligence forcément supérieure quantitativement. Sur la courbe de Gauss, vous les retrouvez à partir de 130, c'est-à-dire 2,3% de la population. Et quand on parle de très haut potentiel, c'est le dernier petit cran, c'est à partir de 145. Et là, on n'est plus sur 2,3% de la population, mais on est sur 1 pour 1000. Donc 2,3% de la population, on peut considérer qu'on en a à peu près un par classe. Très haut potentiel, on peut en avoir un par établissement et encore. Je vous ai prévu un petit film. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que je peux poser une petite question justement sur la courbe de Gauss? Et j'ai pas trouvé la réponse. Est-ce que vous savez de quand elle date et comment elle a été établie? Est-ce qu'ils ont pris un panel de gens parce qu'ils n'ont jamais pu tester toute la population et tout le monde se base sur cette courbe-là qui a peut-être 100 ans et qui a été posée à 80% d'hommes? Moi, je vous propose, je trouve que d'abord, c'est une bonne question, mais Yolande, je vous propose qu'on garde 15 minutes à la fin, que chacun note ses questions ou les écrive dans le chat d'ailleurs. Tu es d'accord, Florence? On garde 15 Oui, minutes oui, à oui, la fin et puis chacun pourra te poser des questions on peut faire à ça. mesure voilà, pour pas Ok. couper. Mais c'est une très bonne question, hein, effectivement. J'essaye mon micro de l'autre côté, hein, quittez pas. J'ai pas le son, hein. Moi non plus. Non, nous, on n'entend pas. On Non, n'entend pas. il n'y a pas de son. Je vais essayer comme ça. Là, ça fait du Larsen. On n'a pas de son, Florence. On laisse tomber alors. Ah, je suis désolée. En fait, cette étude-là, vous m'entendez là? Ouais. Cette Oui, étude-là, oui. elle nous montre une chose en neuroimagerie, c'est qu'on voit, et bah, vous voyez l'image, hein, qu'il y a plus de connexions neuronales et en plus grande quantité et en plus grande qualité. Ce qui fait que ça donne plus de connectivité en réalité. Et lui, le docteur Revol, qui est sur le CHU de Lyon,
il explique que quand on est sur ce profil HPI, on est NAIT HPI. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va se perdre. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on l'utilise ou pas. Mais quand on est NAIT, on est HPI, ou on est dyslexique, ou on est trouble autistique, ou n'importe quel TND, en fait, trouble du neurodéveloppement. C'est à la naissance que ça se passe. Et il y a beaucoup de traits génétiques. C'est intéressant de savoir ça parce que c'est intéressant aussi après d'aller voir dans son arbre généalogique. Et sur l'arbre généalogique, quand vous êtes concerné par les neuroatypies, vous allez en voir à plusieurs niveaux de l'arbre généalogique. C'est assez fréquent. C'est comme ça que quand j'étais sur ce poste de référente académique, j'avais souvent des fratries entières. On va partir de certains itinéraires d'enfants, des vrais. Ils sont anonymés, bien sûr, hein, mais ce sont des vrais itinéraires que j'ai accompagnés. Donc, vous avez la petite Maya, Balthazar, Marie et Anna. Ce qui nous a alertés sur ces profils et sur ces parcours scolaires, c'est quasiment tout le temps ça qui revient, c'est l'ennui, le décrochage, le comportement à la maison, qui ne se voit pas forcément à l'école, le comportement en classe, la phobie scolaire, le décrochage, mais ça va jusqu'à la phobie, ou le trouble anxieux scolaire et la démotivation. Alors, on va partir de cette petite Maya. Elle est drôlement mignonne, hein. Elle est restée super mignonne d'ailleurs. Quand on m'a demandé d'intervenir dans son collège à Paris, cette petite, elle était en 6e, 5e, et elle était en 5e. Et elle ne trouvait plus du tout d'intérêt à sa scolarité, alors que quand on regardait son parcours scolaire en maternelle et en élémentaire, c'était une petite fille souriante, très gaie, curieuse, très sociable. Tout était en feu vert. Elle avait des résultats scolaires excellents, une attitude positive en classe. Et sa maman, quand on l'interrogeait, nous disait le premier quart d'heure pourrait suffire, le reste, pour elle, ça n'a aucun intérêt. Elle ne travaille pas à l'école, à la maison, elle s'ennuie. Et quand la maman interpelle les professeurs, on lui répond qu'elle va très bien et qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas nécessaire. On est interpellé donc par la maman pour, quand je dis on, c'est le dispositif, la cellule académique pour les élèves à haut potentiel que je représentais au mois de juin. Et au fur et à mesure qu'on réfléchit et qu'on échange, je propose à cette maman de faire un bilan neurocognitif pour aller voir ce que c'est que son profil cognitif particulier. Et on préconise directement un raccourcissement de scolarité, c'est-à-dire un saut pour que, à la rentrée scolaire prochaine, elle arrive en 3e directement. Elle va faire son bilan scolaire, enfin son bilan neurocognitif pendant l'été, qui montre qu'elle a un très haut potentiel intellectuel. Et comme dans cet établissement scolaire, on a un chef d'établissement qui est sensibilisé à la question, on va faire un saut de classe dès le début de la 3e. Elle arrive en 3e. On va mettre en place un décloisonnement en langue vivante 2 pour qu'elle continue le niveau 4e au début de l'année en espagnol. Et au fur et à mesure, elle va glisser sur la classe de 4e. Donc là, on fait un décloisonnement inverse. C'est-à-dire qu'elle va rester en 4e juste pour la langue vivante 2. On met en place un tutorat adulte pour que régulièrement, elle puisse avoir un échange avec un adulte qu'on a choisi en fonction des affinités. Et vous voyez qu'au niveau sociable, elle se débrouille très très bien parce que dès la 3e, elle est déjà élue déléguée de sa classe. Ce qui n'est pas évident hein, quand on saute une classe. En général, on vous regarde un petit peu de travers dans le groupe classe. Alors, son profil, il est évalué par l'intermédiaire d'un WISC 5. C'est ce qui se fait pour l'âge de 6 ans à 16 ans. Ce bilan met en évidence un très haut potentiel intellectuel avec un mode de pensée qui part beaucoup dans tous les sens. Elle fait beaucoup d'associations d'idées rapides et multiples.
Elle a un goût immense pour la complexité. Elle a une aisance verbale assez remarquable. Elle a une grande curiosité. Elle a un niveau d'attention et de concentration très élevé sur les sujets qui l'intéressent. Elle aime le défi, le challenge. Ça, c'est souvent qu'on retrouve ça sur les HPI. Elle aime beaucoup, euh, elle aime beaucoup les groupes d'enfants, soit beaucoup plus grands, soit beaucoup plus petits. Et puis, elle aime les situations complexes qui vont la sortir un peu de son ennui. Alors, je vous ai mis ici l'analyse de son bilan parce que quand on est parent et qu'on reçoit un bilan cognitif, on n'y comprend pas grand-chose, c'est un peu du charabia. Et c'est pour vous expliquer que quand on fait un bilan neurocognitif, on va évaluer plusieurs items qui concernent les compétences langagières. Vous voyez ça sur la première colonne, qui concernent le raisonnement fluide, c'est-à-dire l'abstraction, les compétences logico-mathématiques. Ça concerne aussi, et c'est ce qui a été rajouté sur le WISC 5 par rapport au WISC 4, pardon, le visio-spatial, c'est l'organisation dans l'espace. La mémoire de travail, c'est le stockage, la quantité d'informations qu'on est capable de stocker sur le court, moyen et long terme, et la vitesse de traitement, c'est-à-dire l'exécution motrice de ce que vous êtes capable de faire. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui, on voit bien. Vous voyez qu'en total, elle est sur un score de 147, c'est-à-dire qu'on est dans le très haut potentiel, qu'on est dans un profil homogène avec les compétences langagières qui sont particulièrement bien investies puisqu'elle est au plus haut niveau possible. 155, c'est le plus haut score. Le total est de 155. Vous voyez là la différence de positionnement sur la courbe du WISC, donc dans les différents items évalués, entre un haut potentiel lambda et un très haut potentiel, c'est-à-dire celui de Maya. Donc vous voyez que les deux zones qui sont particulièrement élevées pour elle, ce sont les compétences langagières et la vitesse de traitement. En général, quand on parle de haut potentiel, la vitesse de traitement, elle est plutôt dans la norme, c'est-à-dire entre 7 et 11. Vous voyez la zone bleue là. Elle est très élevée à ce niveau-là. En moyenne générale, quand elle est en troisième, pour vous dépeindre un peu son parcours par la suite, donc avec un saut de classe, elle est toujours à 17 minimum de moyenne. Elle a sur ses bulletins scolaires des évaluations qui sont très positives. Et elle, ce qu'elle dit, quand un certain nombre de personnes, notamment à l'âge adulte, vous disent « je ne vois pas bien à quoi ça m'avancerait de savoir qu'on est sur un profil X, Y ou Z », elle dit « je prends conscience de mes capacités, de comment je peux les mettre à profit et je suis maintenant plus à l'aise avec les sujets qui m'intéressent. » C'est-à-dire que le fait de savoir qu'elle était sur ce profil cognitif particulier, mais c'est valable aussi pour d'autres, ça lui permet de prendre conscience qu'elle est plutôt orange plutôt que bleu. Moi, j'aime bien parler de couleurs plutôt que d'étiquettes. Pour moi, ce ne sont pas des étiquettes, mais ça permet de comprendre, de mettre des mots sur le fonctionnement particulier et d'en prendre conscience et de savoir l'utiliser après. Je pourrais vous dire la même chose sur un trouble autistique de haut niveau repéré à l'âge adulte. Je fais un petit aparté là sur les filles. Pourquoi les filles? Parce que quand je faisais les statistiques des commissions académiques que je pilotais, au maximum, on avait 19% de filles. Il devrait y avoir autant de filles que de garçons. Pourquoi? Parce qu'elles se détectent souvent par hasard, parce qu'il y a un grand frère qu'on a pu identifier, parce qu'elles sont beaucoup plus scolaires, parce qu'elles se suradaptent, elles se masquent et qu'elles veulent faire pareil que les autres. Par exemple, je peux vous donner un exemple de deux filles pour lesquelles j'avais été interpellée, qui étaient en CE2 et CM2. J'étais allée à la pêche aux infos avec le directeur d'école
en leur demandant si l'école, en lui demandant si l'école avait fait quelque chose de particulier pour mettre en place des aménagements pédagogiques, mettre en place une réunion d'équipe éducative. Celui-ci m'a répondu, non, 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 il n'y a pas besoin, tout va bien, elles sont excellentes. Et à la maison, quand je parlais avec les parents, le papa me disait, ça va pas du tout, la grande ne veut plus y aller à l'école. C'est pour vous expliquer que on ne voit pas du tout forcément ce qui se passe en vrai. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va s'exprimer d'abord à la maison. On va... Et alors, pour vous finir sur Maya, quand elle était au lycée, elle a fait le concours d'éloquence qu'elle a gagné et elle a eu son bac haut la main. Je ne sais plus ce qu'elle fait cette année, si elle est en terminale ou si elle a déjà eu son bac, mais en tout cas, elle a continué son parcours de façon très brillante dans un lycée de haute pointure à Paris. On va maintenant partir sur ce petit bonhomme-là qui s'est fait remarquer déjà en maternelle et qui était très observateur. Au contraire de Maya, lui, c'était un profil plutôt très observateur qui ne se faisait pas remarquer du tout, se faisait remarquer par son décalage avec les autres. Déjà, dans la mise en place des apprentissages, c'est un enfant qui a parlé tôt et qui a marché tôt. Ensuite, ce qu'on remarquait de lui, c'est qu'il était très déterminé et détaché. On avait l'impression que c'était comme un petit adulte miniature. Déjà, quand il est en moyenne section, sa maîtresse conseille aux parents d'aller voir un professionnel, un psychologue à l'extérieur, parce elle remarque qu'il est très en décalage par rapport aux autres. Et quand il est en maternelle, il passe ses récréations à parler aux maîtresses et à s'occuper des petites fourmis ou des choses qui sont dans la cour, mais pas des autres. Quand il arrive en élémentaire, il a des excellents résultats scolaires. Il a des difficultés de sommeil, notamment à l'endormissement. Et en CE2, quand il est dans une classe de CE2, CM2, à nouveau, le maître va interpeller ses parents pour leur demander de consulter un psychologue parce qu'il trouve qu'il est très différent. En réalité, il suit le niveau CM2 sans difficulté. Et c'est facile puisqu'il est dans une classe à double niveau. Il va refaire un bilan en CM1 qui va déterminer son profil très haut. Et à ce moment-là, l'école n'est pas partie prenante, c'est-à-dire que quand moi j'interviens dans l'école, on me dit non, 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 il n'y a rien du tout, il y a besoin de rien faire du tout. C'est pendant une équipe éducative en présence de l'inspectrice de circonscription, elle va taper du poing sur la table et elle va dire, ça suffit, c'est un élève avec des besoins éducatifs particuliers, arrêtez d'être dans le déni. Cette situation va être étudiée en commission académique qui va proposer le saut de classe. Lui, vous voyez qu'en compréhension verbale, il est aussi très en décalage. Et pour l'instant, c'est un profil qu'on repère comme très haut, mais c'est tout. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce profil-là en particulier. Vous voyez qu'il se démarque par rapport à Maya. Il est plus en décalage sur la vitesse de traitement. Il a une mémoire de travail très élevée sur les choses complexes. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le petit point rouge en haut. Et puis, sur le raisonnement perceptif, c'est-à-dire tout ce qui est logico-mathématique et abstraction, il est sur un profil au potentiel ordinaire, entre guillemets. Alors, ce qu'on va regarder, un petit focus là sur l'IAG, vous voyez en bas à droite, c'est l'indice d'aptitude générale. C'est souvent ce qu'on va regarder quand on est sur un profil hétérogène. Souvent, TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Je ne sais pas qui... Oui, je ne vais pas m'occuper de ça, on en parlera après, pardon. Et donc, l'indice d'aptitude générale, il permet de refaire une espèce de moyenne qui est plus fiable par rapport au profil cognitif particulier. Mais dans tous les cas, on peut toujours faire un quotient intellectuel total. J'ai souvent entendu dire non, on peut pas calculer parce que c'est hétérogène. C'est pas vrai.
Là, vous voyez des indices homogènes. Et là, vous voyez sa différence de profil sur le deuxième whisk. Vous voyez qu'il est beaucoup plus hétérogène que le premier. Beaucoup plus en dents de scie. Alors, quand on arrive au collège, donc il arrive en 6e après avoir sauté une classe, la commission académique va proposer donc un saut de classe et 2, un décloisonnement. Ça veut dire que quand il est en 6e, en maths et physique et SVT, lui, il est sur un profil très scientifique. Il va aller en cours en 5e sur ces 3 matières parce que il a des très bons résultats scolaires. Je ne sais pas pourquoi ça ne se met pas sur les deux. Ah oui, il y a un décalage. Il va refaire un saut de classe dans le collège, ce qui va faire que quand il arrive en seconde, il a 3 ans d'avance. Il y a toujours des difficultés de sommeil, mais ça se repère souvent chez les hauts potentiels intellectuels et chez d'autres troubles du neurodéveloppement. Donc en lycée, là, ça commence à s'inverser, la courbe. Les résultats commencent à chuter un petit peu. Il fait beaucoup de fautes d'inattention. Et il va faire un nouveau bilan cognitif qui met en place l'identification du trouble de l'attention sans hyperactivité. Il va donc y avoir un PAP, le projet d'accompagnement personnalisé, qui va être mis en place avec notamment du tiers-temps. Et en première, il va commencer un traitement par Ritaline pour ce trouble de l'attention. Il obtient son bac avec la mention bien, avec des scores dans les matières physiques qui sont au-dessus de 18 sur 20. Il est admis en classe préparatoire, donc à 15 ans, et il va rentrer en internat pour faire cette classe préparatoire parce qu'il était un petit peu trop loin par rapport au transport en région parisienne. Et par rapport au niveau social, en général, il se fait 2-3 copains par cycle de scolarité, c'est-à-dire que en prépa, il s'est fait 3 copains. Alors, il a 3 ans d'avance par rapport à eux, hein, mais il les a gardés aujourd'hui. Et il est admis dans une école d'ingénieur avec 3 ans d'avance. Pour détecter le trouble qui s'appelle le TDAH avec ou sans H, du coup, lui est sans, on va possiblement faire un teach. Le teach, c'est une batterie de tests qui évalue les 3 attentions. Donc l'attention sélective, l'attention soutenue et l'attention divisée. Ce test, en général, il fait une petite heure et il permet, parce que c'est un test échelonné, de détecter si il est sur un trouble de l'attention ou pas. Ce test qui s'appelle le Teach, en général, il est associé à une autre batterie qui est un questionnaire qui s'appelle la Brief ou le Conners. Et là, on va interroger 3 personnes, et ça, c'est super important et ce n'est pas toujours fait. On interroge 1, la maman, 2, le papa, il n'y a pas d'ordre hein, dans ce que je dis, et 3, l'enseignant qui a le plus souvent l'élève en classe. Et c'est en analysant ces 3 questionnaires-là qu'on va pouvoir se poser la question du TDA avec ou sans H ou pas. Ça, c'est les résultats du questionnaire pour le papa. Et vous voyez qu'on a des différences, c'est souvent le cas, entre l'évaluation du papa et l'évaluation de la maman. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ressortent dans l'hyperactivité et l'inattention et pas du tout dans les problèmes d'apprentissage parce que c'est le très haut potentiel qui va lui permettre de mettre en place ces apprentissages différents. Pour repérer ces élèves-là, vous avez des grilles de repérage. Je vous les ai mis à la fin. Là, je vous ai mis ça parce que c'est un outil qu'on utilise facilement pour les élèves à besoins particuliers. Cet outil-là, ça s'appelle la Sketchnote. Est-ce que vous connaissez cet outil-là? C'est un outil qui permet de faciliter graphiquement n'importe quoi, finalement. Ça peut être un cours, ça peut être une conférence, ça peut être une liste de courses.
Ça peut être un projet de voyage scolaire. Et comme c'est récapitulé par zone visuelle, la différence par rapport aux cartes heuristiques, c'est qu'il n'y a pas de protocole de construction. La carte heuristique, si vous la connaissez, on part d'un sujet et on va construire des branches dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, vous avez le sujet de l'imparfait en conjugaison et vous allez tilter sur les chapitres de la leçon et après, vous refaites des branches pour détailler. La sketch note, on la fait comme on veut et c'est en fonction de son fonctionnement propre. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que pour certains, la carte heuristique ne fonctionne pas. Pour d'autres, ça sera plus la sketch note. Alors, on va passer les vidéos, je suis désolée, hein. Et là, on va arriver sur une autre situation de trouble du neurodéveloppement avec Marie qui aujourd'hui est en licence de deuxième année de licence à 17 ans. Alors, ce parcours est particulier, je vais vous expliquer pourquoi et c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que ce qui est apparu dans son parcours scolaire en premier, cette petite-là, c'est deux choses. C'est un décalage dans les apprentissages et notamment dans le langage oral, l'apprentissage qui se fait vite, notamment dans la motricité globale et dans les apprentissages scientifiques, et par contre un décalage par rapport au langage oral et écrit et par rapport à l'hyperactivité. Donc d'abord, cette petite-là va être détectée TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention avec hyperactivité, dans un centre de référence parisien spécialisé pour les troubles des apprentissages. Et sa dyslexie dysorthographie va être repérée beaucoup plus tard parce que le Kremlin-Bicêtre pensait que c'était lié au TDAH, alors que non. On peut être TDAH et dyslexique. Quand on est dyslexique, dans tous les cas, au bout d'un moment, ce qui ressort, c'est une dysorthographie. C'est-à-dire que le trouble du langage oral, même s'il est compensé pour un certain nombre de tâches, il ressort en dysorthographie, c'est-à-dire en difficulté d'orthographe et de grammaire. Cette petite va être détectée aussi dysgraphique par une ergothérapeute. Et puis, ce qui est particulièrement remarquable dans son parcours scolaire, c'est qu'elle va être harcelée en maternelle par ses pairs. Et ça, c'est à cause du profil TDAH. C'est des enfants qui se font remarquer et qui dérangent. Et puis par sa maîtresse quand elle est en CE2. C'est souvent des profils qui dérangent, hein, les neuroatypiques. Donc là, je vous ai récapitulé les parcours, c'est-à-dire qu'on identifie son haut potentiel quand elle est en maternelle. Quand elle arrive en CP, CE1, elle a des difficultés de lecture marquées, avec de l'agitation, et puis des enseignants qui vont être maltraitants, c'est-à-dire des enseignants qui vont arracher des pages dans le cahier, par exemple, ou qui vont la tirer par le col. Ça veut dire qu'on frôle la phobie scolaire, hein, on est limite du décrochage scolaire, parce qu'il y a ce décalage entre une intelligence remarquable dans certains domaines, mais de l'autre côté, non. Ça veut dire que souvent, ce qu'il va y avoir comme interprétation de l'adulte pour des profils comme ça, c'est elle n'a qu'à faire des efforts. Mais ce n'est pas là que ça se situe. Elle peut être dyslexique et en même temps à haut potentiel. Et c'est ce qui se passe pour elle. Et ça donne des profils qui sont particulièrement rejetés par les autres, que ce soit des adultes ou des enfants. Sa situation va être étudiée en commission académique quand elle est en CM2. Elle va être traitée par Ritaline quand elle est en CM1. Elle va faire de la remédiation cognitive pour remonter ses fonctions exécutives. Elle est suivie en psychothérapie pour le harcèlement et puis pour ces troubles qui ne sont pas évidents à porter. Et puis, elle aussi, elle se démarque par les matières scientifiques. Et du coup, la commission académique va préconiser un saut de classe à l'encontre de son établissement scolaire, hein, qui n'est pas du tout partant. Et c'est là l'avantage d'avoir fait une commission académique. Donc, elle va arriver en 5e directement, sans faire de 6e. Et elle va décloisonner dans les matières scientifiques. Et ça se passe beaucoup mieux dans les matières décloisonnées.
Pour s'adapter à son stress de performance, parce qu'elle en a un, comme souvent les troubles du neurodéveloppement ou les HPI, on va lui faire un livret en évaluation par compétence. Ça veut dire qu'elle ne va plus avoir de notes, elle va avoir des couleurs. Ça va aller de rouge à vert, en passant par le bleu, le jaune et le orange. Elle va avoir un projet d'accompagnement personnalisé pour les aménagements pédagogiques et puis ensuite un PPS. Le PPS, c'est le projet personnalisé de scolarisation. Avec un MPA, c'est l'ordinateur qui va être mis en place par le dossier MDPH et l'inspection académique avec des logiciels spécifiques pour le trouble de la dyslexie et de la dysorthographie. Il va y avoir la nécessité de mettre en place un dossier d'aménagement aux examens pour mettre en place le tiers-temps, l'utilisation de l'ordinateur pendant les examens et pendant les cours, l'utilisation des logiciels spécifiques. Ça veut dire, elle avait WordQ, qui est un prédicteur de mots. C'est-à-dire que quand vous commencez le mot, par exemple, vous allez faire pro, il va proposer plusieurs mots qui commencent par pro et elle n'aura plus qu'à choisir dans la liste de mots. Elle va avoir une synthèse vocale, ce qui va lui permettre de faire de la dictée vocale dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire où c'est elle qui dicte le texte, où elle écrit au kilomètre, et l'ordinateur va lui lire ce qu'elle a écrit, ce qui va lui permettre de se rendre compte des fautes qu'elle a pu faire à l'écrit en tapant. Et puis, elle a le correcteur orthographique qui lui permet de corriger ses fautes, comme quand vous êtes sur un Word, ça va se souligner en bleu ou en rouge selon le type de faute que vous faites. Elle va obtenir son bac avec la mention bien en se disant, je vais retourner voir mon prof de CM2 qui ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit. Et je vais lui dire, tu vois, hein, je l'ai eu mon bac. Et puis, elle est rentrée en licence DNMAD. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le diplôme national des métiers des arts et du design avec un projet d'accompagnement personnalisé pour ces troubles spécifiques. Alors, au niveau de la prise en charge pédagogique particulière, il y a des choses qui sont importantes, c'est de mettre en place des livrets d'accueil pour décrire les différents troubles du neurodéveloppement ou les différentes neuroatypies. L'évaluation par compétence, ça je vous en ai parlé, et la différenciation pédagogique que peut être soit le saut de classe, soit le décloisonnement, soit de la réduction de la quantité d'écrits, par exemple. Je vais passer plus vite parce qu'il est déjà écart. Je vous ai parlé tout à l'heure des grilles de repérage. Celles-ci, elles concernent par exemple le niveau collège pour les élèves à haut potentiel, EHP. Vous allez pouvoir les trouver sur le site du ministère. La mise en place du tutorat, qui est super importante pour les élèves avec des difficultés particulières et en particulier les neuroatypiques. Je passe plus vite sur les vidéos pour vous parler de Anna rapidement. Là, elle arrive à l'école, elle est pleine d'espoir, de joie, de gaieté et d'ouverture, et son parcours va être pas si simple. Elle est identifiée déjà à haut potentiel quand elle est en maternelle, et tout le monde la remarque parce qu'elle est vraiment très en décalage. Elle est passionnée par les animaux, et elle se projette déjà dans un métier en rapport avec les animaux de vétérinaire. Elle passe ses récréations avec les adultes, comme Balthazar. Elle va sauter une classe quand elle est en maternelle. Elle va ressauter une classe quand elle est en élémentaire. On voit aussi les difficultés de sommeil, comme Balthazar. Et puis, on va lui refaire sauter une classe qui fait que quand elle va arriver au lycée, elle a 3 ans d'avance. Vous voyez que son profil est très homogène, avec des items qui la portent à 151, donc on est dans le très haut potentiel intellectuel quand elle est évaluée en élémentaire. Vous voyez là comment elle se démarque par rapport à la courbe moyenne du haut potentiel bleu. Elle est en rouge. Elle va avoir une relation avec les apprentissages pas évidente parce qu'elle est tout le temps en décalage. Elle va faire un bilan en graphothérapie parce qu'elle est en décalage par rapport à l'écrit. Et ce bilan
il va être complété ensuite par un bilan en ergothérapie qui va détecter sa dysgraphie. Elle est dans un lycée agricole quand elle arrive au lycée, ce qui va permettre de poursuivre sa scolarité de façon correcte. Et c'est quand elle est en première qu'elle est détectée sur un trouble du spectre de l'autisme de haut niveau. Elle va obtenir son bac avec des super bonnes notes et la mention très bien. Et elle va arriver en classe prépa à 800 km de chez elle, avec 3 ans d'avance. Ça ne se passe pas très bien parce qu'ils ne veulent pas du tout mettre en place des aménagements pédagogiques ni un PAP alors qu'elle en avait un avant. Et du coup, elle va bifurquer dans une fac pour faire une licence de bio et être reçue majeure de promo dans une école de veto, comme elle avait pensé le faire déjà en maternelle. Donc, vous voyez un profil très déterminé et très investi depuis le début de sa scolarité dans son projet professionnel. Finalement, quand on fait la synthèse, on se rend compte que pour aménager les parcours scolaires de ces troubles du neurodéveloppement, on peut penser, alors il y a 4 types de projets particuliers. Vous avez le projet d'accompagnement personnalisé. Là, vous voyez la petite bulle en bleu à gauche. Le projet personnalisé de scolarité, quand on fait une demande auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Le PPRE, c'est le projet personnalisé de réussite éducative. Ça permet de mettre en place des objectifs sur du court terme. Et le PAI, c'est le projet d'accompagnement individualisé. Ça peut permettre de mettre en place un aménagement du temps, par exemple, quand on commence à être dans la phobie scolaire, par exemple. Vous avez les classes sans notes, avec des évaluations par compétences. La différenciation pédagogique, le tutorat, les DIEP, c'était ce qu'on avait mis en place à Paris et en Essonne pour des dispositifs d'intégration des élèves à haut potentiel. Le saut de classe, qui n'est pas réservé au haut potentiel, et le parcours scolaire modifié. Dans les effets que ça peut provoquer, et c'est ça qu'on voudrait, c'est plus de réussite, plus de motivation, une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, une meilleure sociabilisation, et puis un meilleur comportement, parce que quand on n'est pas accepté tel qu'on est, par exemple, la petite Marie, elle était assez malmenée, hein, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée telle qu'elle est. De façon générale, tous ces aménagements pédagogiques que je vous ai présentés pour ces 4 parcours spécifiques, ils sont valables pour n'importe quel type d'enfant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se remettre en cause dans sa pédagogie pour adapter le parcours scolaire. Je vous ai mis ici une vidéo qui décrit un peu plus de théorie sur les profils à haut potentiel intellectuel. Ici, je vous ai mis la liste des aménagements pédagogiques, des principaux aménagements pédagogiques qu'on a mis en place pendant ces 10 ans. Et ce n'est pas grand-chose à faire. Carte heuristique, sketch note, carte mentale, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je vous remercie de votre attention parce que je crois qu'on va garder un petit peu de questions-réponses. Merci Florence, voilà, pour cette présentation intéressante. Alors je vois qu'effectivement dans le chat, il y avait quelques petites questions parfois par rapport à des termes un peu techniques. Voilà, Ouais. je pense qu'il y a tout le monde n'a pas le même niveau de connaissances sur le sujet. Bien sûr, c'est toujours la difficulté avec ce type d'intervention. Mais donc, quel que soit votre niveau de connaissance, si vous avez envie de poser des questions à Florence, n'hésitez pas à le faire, hein, et toutes les questions sont les bienvenues. Alors peut-être que je peux commencer par la courbe de Gauss, la première question. Parce que la courbe de Gauss, Oui, c'est merci. un concept mathématique. Donc en réalité, on ne peut pas dire que cette courbe, elle va changer parce qu'elle a été faite il y a 100 ans ou maintenant. La courbe de Gauss, c'est la répartition de la population en fonction de certains critères. Là, si on veut lister, enfin pas lister, mais évaluer, repérer le positionnement des hauts potentiels par rapport à la répartition de la population, ça sera toujours 2,3% de la population.
Et ça Oui, sera en toujours fait, moi, pareil pour j'avais un doute Michael. sur la répartition globale, quoi. Et je me disais, mais d'où ça vient? Donc, si c'est un principe mathématique, Oui, oui. C'est un dans ce principe cas-là, c'est autre mathématique. chose. C'est absolument ça. Donc, on peut entendre souvent d'ailleurs, il y en a de plus en plus, que ce soit du Hmm. HPI ou du trouble autistique ou du TDAH, hein. Il n'y en a Oui. pas de plus en plus. En fait, on a amélioré les outils de détection, de repérage et de diagnostic quand c'est un TND, trouble du neurodéveloppement, Mhm. ce qui permet de mieux les détecter ou mieux les diagnostiquer, mais il n'y en a pas de plus en plus. D'accord. Très, très intéressant. Merci. Moi, j'ai une Catherine. question parce que dans les exemples que tu nous as présentés, ce sont tous des enfants en maternelle ou en début de primaire. Mais est-ce que ça arrive qu'on détecte aussi des enfants atypiques, avec des besoins particuliers, Oh là là, oui. on va dire à 15 ans ou plus? Là, c'est ce que je vous disais au début, vous savez, dans l'intérêt de reconnaître ce profil cognitif particulier, quelle que soit l'atypie. J'ai accompagné l'ancienne meilleure amie de ma sœur qui était détectée HPI en élémentaire et qui en fait est sur un profil autistique de haut niveau. Et elle a été détectée à 58 ans, donc vous voyez que c'est pas tôt. Et elle dit, je ne sais pas comment je pourrais te remercier parce que enfin, je comprends certaines choses dans mon fonctionnement que je ne comprenais pas avant. Enfin, maintenant, quand je fais des réunions de famille, ça se passe bien. Avant, c'était toujours compliqué pour moi. Enfin, j'ai compris. Oui, par ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de, lorsqu'on teste certains des enfants, effectivement, le parent se reconnaît et se fait tester à cette occasion en disant, bah, peut-être que moi Ouais, aussi, après tout. Et c'est souvent à cette c'est occasion-là souvent. qu'on peut être détecté à un âge bien plus avancé. Ouais, c'est Donc, vrai. Bon, et est-ce que Il n'y tu a disais pas que c'était d'âge. héréditaire ou génétique ou... Il y a de la génétique, hein. Une bonne partie est génétique, hein, vraiment. Quelles seraient tes recommandations pour des parents qui ont un doute, alors pas forcément HPI, mais voilà, qui ont un doute sur le développement, on va dire, classique, qui n'est pas classique justement, de leur enfant. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Alors moi, je recommanderais la rencontre avec un neuropsychologue pour aller investiguer le fonctionnement cognitif de l'enfant et identifier de quel type il est. Ensuite, une fois qu'on a identifié, si c'est bah, n'importe quelle couleur en fait, hein, ce que je recommanderais, c'est de se diriger, alors en France ou à l'étranger, vers des associations spécifiques sur ces TND-là. Il y a des associations françaises pour les HPI, il y en a pour le TDAH, il y en a pour la dyslexie, il y en a pour la dyspraxie. Et c'est toujours intéressant de se rapprocher de ces associations, qu'elles soient en France ou pas, parce que depuis le Covid, vous avez tout qui est développé en numérique, donc c'est possible de- d'adhérer sur des associations françaises. Il y a deux intérêts pour moi à ça. C'est que le premier, il va y avoir des activités qui sont proposées pour ces enfants sur cette atypie-là. Et donc, l'enfant Balthazar, il va pouvoir profiter d'une activité avec d'autres enfants comme lui. Et ça fait du bien souvent parce que on se dit dans ces cas-là, ah, mais il y en a d'autres qui sont pareils que moi. Alors qu'avant, ce Balthazar se disait, mais je ne suis pas normal, c'est moi qui ne suis pas comme les autres. C'est très culpabilisant de se rendre compte de ce décalage-là tant qu'on ne l'a pas nommé et repéré. Et puis la deuxième raison, c'est que ces assos vont vous proposer aussi des conférences ou des actions de formation ou des groupes de parole sur ce type-là de neuroatypie. Et c'est très déculpabilisant aussi. Et ça permet aussi de croiser des regards et de croiser des tips, des choses qui ont aidé les uns et les autres, et puis d'interagir sur le même sujet. Est-ce que ça répond à ta question, Oui, Catherine? oui, oui. Et il n'y a pas d'âge pour se Oui. repérer. À n'importe quel âge, ça a des intérêts. Vraiment. Bonjour Florence. Bonjour Delphine. Oui, désolée pour le retard déjà. Pas de Et problème. pour répondre, pour ajouter peut-être par rapport à la personne qui demandait par rapport à l'âge, je pense qu'il est intéressant de rappeler que chez les femmes, c'est souvent détecté des fois beaucoup plus tard parce qu'elles se noient plus facilement dans la masse, que ce soit pour le haut potentiel,
les Mm. troubles associés ou même le TSA. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, j'étais peut-être pas là. Non, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est vrai, j'en ai parlé, c'est super important pour les filles. Et quand je vous ai donné l'exemple de cet adulte là qui a été détecté TSA, trouble du spectre autistique, ben voilà, ça s'est fait tard. Et encore, hein, j'ai des exemples pour qui ça s'est fait à 80 ans. Et ça leur a beaucoup apporté. Natacha. Non, Natacha voulait parler ou pas? Non. Elle a ouvert son micro, mais on n'entend pas, hein, Oui, c'est Natacha. ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que dans les... J'en tout à ai l'heure... une, pardon, Ah bon, pardon, allez-y, le allez-y. temps que je ouvre mon micro. Je suis enseignante de mathématiques et j'aurais voulu savoir pour les élèves à haut potentiel qui aiment les mathématiques et qui se débrouillent bien, même très bien, qu'est-ce que tu préconiserais, Florence, s'ils finissent avant les autres? Alors déjà, ce que j'ai toujours préconisé, c'est bah, notamment en mathématiques, tu sais, quand tu as abordé une leçon et tu leur dis, enfin, tu les mets sur 8 ou 10 exercices parce que eux en ont besoin. Oui, Moi, je préconise toujours pour les HPI de leur dire, bah, toi, tu vas faire 2 exercices, mais il faut qu'ils soient très bien faits. Et après, je te mets sur un cahier d'autonomie. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut garder le niveau d'exigence, c'est super important ça. Surtout que eux, ils ont souvent du mal à développer leurs idées. Donc, Oui, tu gardes ton niveau d'exigence. Il faut qu'ils aient fait les 2, 3 plus durs que tu vas sélectionner. Et après, tu peux les mettre sur un cahier d'autonomie. Par exemple, il y a quelques années, il y avait la revue du monde de l'intelligence qui, à la fin de la revue, proposait des activités d'accord. du logicomate, du visio-spatial. Et ça permet de laisser l'enfant en, en fonctionnement cognitif, en action, pour pas Oui, s'ennuyer, mais sur quelque chose de plus ludique. ah, c'est super. Ou alors, tu proposes de faire un exposé s'il a envie. C'est pas valable pour tous les enfants, ça, hein. Ou alors, tu lui proposes de faire ton cours en carte heuristique ou en sketch note. Et ça va être intéressant parce que tu vas aider d'autres enfants, par exemple le dyslexique ou tous les troubles 10, qui ont besoin d'une réduction de la quantité d'écrit. Une fois que lui, il a fait sa carte heuristique, bah, il va pouvoir la partager à Albert, Barnabé et Juliette. D'accord. Et il se sera rendu utile. En général, ils aiment bien se rendre utile, hein. Hmm. D'accord, bah, je t'en remercie. Avec plaisir. Alors, Florence, je ne sais plus, il y a peut-être quelqu'un qui voulait parler avant, je crois. C'était Cécile, mais Oui, allez-y alors. Je vous laisse. Delphine. Oui, juste, moi je rebondis aussi là-dessus, par rapport au professeur de mathématiques, donc je ne sais pas qui est la dame. C'est que, alors ça a peut-être été dit, hein, mais comme je suis arrivée en retard, surtout leur en donner en quantité plus en nombre sur quelque chose d'identique, c'est pas du tout utile. Moi, j'ai vu avec mes enfants. Au contraire, parce que c'est en fait la même chose tout le temps. Hmm. Et effectivement, les associer pour aider les autres, même des fois pour une explication, ça peut être intéressant parce qu'ils vont avoir un raisonnement qui peut être différent et en fonction de leur, façon de voir les choses. Moi, je sais que mes enfants arrivaient des fois à expliquer des choses que les enseignants n'arrivaient pas à faire passer à d'autres élèves parce que Ouais. leur approche, en fait, elle était pas, elle Académique. était ouais, elle était pas aussi peut-être des fois un peu scolaire, on va dire. Je sais pas, Hmm. si je suis claire dans mon explication. Ben oui. C'est-à-dire que de toute façon, on a toujours des fonctionnements cognitifs particuliers et il se peut que celui de l'enseignant ne corresponde pas à cet élève qui est en difficulté. C'est toujours intéressant d'aller chercher d'autres fonctionnements pour compléter. Ça peut éclairer, c'est vrai, hein. En tout cas, la répétition, elle est rébarbative pour ces enfants-là. Et oui, enfin, je veux dire, s'ils ont compris au bout du premier exercice, c'est absurde d'exiger qu'ils fassent les 8. Enfin, ça veut dire, il n'y a rien de ouais, pire sauf pour que répéter c'est très souvent ce qui se passe. ouais. Et les enseignants ne se rendent pas compte que déjà, il y a un ennui, mais là, il y a un ennui qui est dramatique et c'est comme ça qu'on se retrouve
sur les 10 ans, j'ai vu beaucoup plus de décrochage scolaire et phobie, hein. Beaucoup plus. Mhm. Parce que Et, trop d'ennuis. et aussi, alors, pour l'avoir vécu en tant que maman, les énoncés, s'il y a vraiment des doubles sens ou la possibilité de le prendre de plusieurs manières, ça peut poser vraiment problème. Parce que du coup, la notation est parfois faite en fonction de ce que l'enseignant attend. Mais des fois, la compréhension de l'enfant, elle n'est pas fausse. Alors moi, je vais vous donner 2 exemples. En mathématiques, Silian au CE1, il avait un exercice, c'était un livre, hein, de l'éducation nationale qui disait, enfin, fais l'exercice quand tu le peux, barre quand c'est impossible. Et donc, il était en CM1 et c'était sur les soustractions. Et en fait, lui, il avait répondu par des chiffres négatifs. Il avait de lui-même mis, ben, 3 moins 9, ben, en fait, il avait mis un chiffre négatif. Et l'enseignante lui avait compté faux, donc ça avait été compliqué. On avait essayé d'aller la voir en lui expliquant qu'effectivement, ben, voilà, c'était pas faux ce qu'il avait mis. Il me dit: «Mais c'est bon». Et l'enseignante disait: «Oui, mais c'est pas l'attendu dans cette classe, à ce niveau». Bah Donc ça a ouais. été très compliqué parce que Silian, lui, disait: «Mais c'est bon ce que j'ai mis, je peux pas le barrer». Donc en fait, la question était posée, bah, pour lui, c'était faisable. Il y a eu ce cas-là et une autre fois, c'était sur des, fallait faire des phrases avec, des homonymes et il le professeur avait dit qu'il fallait faire une phrase. Chaque élève avait fait une phrase avec un mot et lui avait fait une phrase complète avec tous les mots dedans et du coup, pareil, l'enseignant, du coup, attendait une phrase par mot, mais du coup, lui, il avait mis tous les mots dedans. Donc du coup, c'est pareil, la notation, effectivement, l'enseignant a dit: «Ah bah oui, effectivement, c'est vrai». Mais au Ouais. départ, il ne l'avait pas vu. Voilà, c'est juste vraiment sur C'est les souvent comme ça, hein. voilà, sur les il faut vraiment que les choses ne puissent pas être prises autrement ou alors revalider Mm. avec eux, qu'ils ont bien compris ce que l'enseignant attend sur l'exercice à ce Et- moment-là. ouais, il y a souvent un problème de, pas de compréhension de consigne, c'est qu'ils vont souvent bien au-delà de la C'est ça. consigne. Mm. C'est surtout ça. Euh, mais c'est sûr que l'enseignant peut pas faire une consigne pour eux, une consigne pour les autres. Et je pense que c'est une vraie difficulté pour eux de se limiter à la consigne qui est donnée. Mais ça s'apprend, ça aussi. Alors, Tout il y a à une fait. question. Pardon, Delphine. Non, non, c'est bon. Il y a une Attends, question sur les filles et les garçons. Ça va me oui, permettre de rebondir sur une dans les autre idée commentaires. que j'ai oublié de vous évoquer. Filles et garçons, il n'y a pas tant de différence que ça sur le HPI. Le HPI va plus se faire remarquer, mais ça, c'est valable pour toutes les atypies. Par contre, ce qui est différent, c'est le 10, c'est pareil, filles-garçons. Le TDAH, c'est assez souvent différent. C'est-à-dire qu'on va louper beaucoup de TDAH filles parce qu'elles sont surtout sur le trouble de l'attention et pas sur l'hyperactivité. Et, euh, et ça s'exprime pas de la même façon. Oui, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que quand on a des profils mixés, c'est-à-dire HPI plus autre chose, et ça, c'est vraiment un élément important à garder en tête. Le HPI modifie l'expression du TND et inversement. Ce qui fait que, et c'est pour ça que je vous ai pris ces exemples-là, la détection arrive tardivement sur le TND parce que le HPI a permis de compenser jusqu'à un certain niveau, mais au bout de lycée, ça passe plus. Mmh. Parce qu'il y a trop en quantité et il y a trop plus de fatigabilité à cause de la quantité qui est plus importante en lycée. Et c'est souvent à ce moment-là que ça se détecte. Et pour répondre à ton observation, Catherine, ce qu'on voit aussi, c'est des détections qui se font à l'âge adulte. Des dyslexies peuvent se détecter à l'âge adulte. Mhm. Elles ne sont pas toutes détectées en élémentaire et en maternelle et en collège, non. Et En, j'avais posé cette question parce que justement, j'avais remarqué, mais bon, c'est peut-être un hasard, mais beaucoup de mes clients, donc comme je disais, je suis avec les adultes, et Mhm. il y a le passage en seconde pour les garçons. Alors là, j'ai un paquet de garçons de 15 ans qui coincent au passage en seconde. Bah oui, J'ai une amie qui a trois enfants, mais on deux sait filles et pourquoi. un garçon. Les filles, ça s'est bien passé. Le garçon, en seconde, il a explosé, quoi. Donc Mm. voilà, et je me posais la question, garçon, fille, entrée au lycée. Bah, c'est-à-dire que
s'exprimer plus chez les garçons. Mais pourquoi ça arrive au lycée dans ces cas-là? C'est parce que quand on est HPI, ben, on n'a jamais eu besoin de travailler. Et au lycée, ah, ça commence peut-être à venir. Et du coup, ben, on ne sait pas comment faire puisque tu n'as jamais eu besoin de développer des méthodologies. Donc là, ça craque. Et les filles, elles vont pas forcément l'exprimer et le dire. Les garçons, oui. Et effectivement, là, ce déficit-là de méthodologie, il est criant arrivé au lycée. Ah oui, il y a un vrai travail à faire sur les consignes, ça c'est vrai. Alors, il y avait aussi une petite remarque plus haut. Avez-vous remarqué que nous ne sommes que des femmes? Ah oui, Alors, ça, je veux dire, c'est c'est pas toujours comme ça. inhabituel dans quel que Oui, soit le c'est sujet moi. abordé. Voilà, dans ma tête, c'est d'abord passé par ah tiens, on n'est que des femmes, et ça m'a amené à la question au fait Alors garçon-fille. ça Voilà, c'est m'amène à vous raconter que quand j'étais tout le temps avec les parents au téléphone ou en rendez-vous, et tout le temps les mamans me disaient, ah bah si ça vient de quelqu'un, parce que je parlais d'un peu de génétique, toutes les mamans m'ont dit la même chose, si ça vient de quelqu'un, ça doit être le papa. Ça peut pas être la maman. Alors que scientifiquement, il y a des études qui ont montré que la transmission, elle se faisait plus souvent par la maman que par le papa. Bref, bref. Oui, ça peut être très très difficile à détecter les troubles 10. Ah ça oui. Ben, la preuve, hein, quand je vous parlais de Marie et quand moi, la maman disait que la dyslexie, elle avait déjà repéré des choses tôt, le Kremlin-Bicêtre disait non, 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 c'est le TDAH qui fait ça, c'est pas de la dyslexie, alors que si. Et quand Marie a refait un bilan chez l'orthophoniste, elle l'a refait avec la Ritaline pour que ça amoindrisse l'effet du TDAH sur le bilan orthophonique. Oui, c'est pas évident. grosso modo, on aurait une idée sur la population totale du pourcentage d'enfants qui auraient un trouble, voire plusieurs, mais minimum un trouble. On sait ça représente quel pourcentage de la Ah ben on population? le sait, oui, 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 on le sait par trouble. Par exemple, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, c'est 8% à peu près. Le TDAH, c'est 5% à peu près. Attendez, j'essaye de vous partager parce que j'ai oublié. Je vous avais fait une. Oh là là, je suis pas aidée, hein. J'ai ma souris qui fonctionne plus bien. Je vous avais fait une bibliographie. 5% pour le TDAH et ça diminue à 2-3% à l'âge adulte. Euh, je vous avais fait une petite biblio, je ne sais pas si ça vous intéresse, sur le haut potentiel. Oui, oui, Sur la tout à fait. dyspraxie, on est plutôt à 5% aussi. Dyscalculie, pareil. Et qu'est-ce qui me manque? La dysphasie, vous l'avez sur la première diapo, on est à, je crois que c'est 2 ou 3%, c'est très peu. Donc, si vous voulez aller voir d'autres parcours de HPI, j'en ai fait un livre pour que cette expérience-là ne tombe pas aux oubliettes parce qu'elle était très riche. Et quand je suis passée d'une académie à l'autre, tout ce que j'avais mis en ligne gratuitement, tout a été mis à la poubelle. Donc, je ne voulais pas que ça se reproduise en quittant l'Académie de Paris. Vous avez ce livre-là, La précocité dans tous ses états, qui est intéressant aussi. Enfin, tous ces livres sont intéressants. La constellation des 10, pour tous les troubles 10, c'est par le docteur Michel Habib qui est à Marseille, ou par Alain Pouet, c'est un docteur aussi qui est très intéressant sur les troubles 10. Vous avez ceux-là sur le TDAH qui sont intéressants, et sur le trouble de l'autisme, vous avez ceux-là qui étaient proposés par Anne-Laure. Et puis, bah, si vous êtes intéressé par aller un peu plus loin, pour aller un peu plus loin, on fera un acte 2 avec Anne-Laure quand elle sera guérie. Et ça, c'est une très bonne idée. Petite question, les gens qui sont expat pro, vous êtes où? Parce que comme je suis arrivée en retard, vous avez dû vous Ah, présenter. mais il fallait arriver à l'heure, hein. Je suis désolée. Non, c'est une blague. Ouais, j'étais avec Lily pour le chien. Ah, super. Voilà. Elle a donné. Expat Pro, c'est un réseau de professionnels qui D'accord, travaillent avec les expatriés et dont d'accord. Florence fait partie. Et cette conférence est organisée en collaboration avec Expat Pro.
Voilà, et donc D'accord, Cécile et moi sommes les fondatrices de ce réseau professionnel. Et, d'accord. quant à votre question, où est-ce que nous sommes? Donc Cécile est En normalement, Savoie, pour l'instant. voilà, Aujourd'hui, en tout D'accord. cas. et moi j'habite à Florence en Italie. D'accord, voilà. Donc c'était voilà pour savoir si c'était en France et l'étranger. OK. Merci beaucoup. Et donc Et donc, les professionnels référencés dans le réseau Expat Pro, eux peuvent se trouver dans le monde entier, hein, voilà, France y D'accord. compris. tout à fait. C'est très intéressant à savoir. Ça me parfait, et Vous donc merci. êtes où, aujourd'hui, tu fais Delphine? beaucoup Moi, je suis pas très loin de chez Florence. Ah, Ah oui, Je suis dans l'Essonne en et en fait, on Essonne. s'est connus par nos enfants, enfin par ah, mes d'accord. enfants, pardon, à l'époque où elle faisait les équipes éducatives. Voilà. D'accord. Et là, elle revoit ma fille maintenant. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup en faisant de la stimulation des fonctions cognitives et exécutives par les activités ludiques. J'ai beaucoup de rendez-vous en visio et c'est pour ça que je voulais aussi le faire savoir sur le réseau Expat Pro parce que ça peut concerner aussi des enfants expatriés à l'étranger puisque la visio, ça se fait n'importe quand, n'importe où, hein. Oui, alors j'allais Surtout dire, que les enfants à l'étranger n'ont pas toujours voilà. la disponibilité. Tous les pays ne traitent pas les enfants atypiques de la même manière, et puis il n'y a pas toujours les Absolument. professionnels nécessaires. Puis une question de langue aussi également. Les ressources, effectivement, les ressources sur place sont, et ça, c'est une merveille, c'est une des merveilles de la technologie, c'est qu'effectivement, depuis, grâce à Internet, ce Mm. genre de suivi ou de bilan peut se faire maintenant à distance, ce qui n'était absolument pas le cas, bien sûr, avant. Si on Merci veut le en connaître Covid. plus, Merci pardon. Covid, oui. Oui, le Covid a, Comment? disons, ça a été un facilitateur, ça a été un C'est ça. accélérateur, mais enfin, le mouvement était déjà commencé avant, effectivement. Si on veut en connaître plus, je découvre ce super réseau Expat Pro. Vous avez un site internet? Vous avez quelque chose qui explique tout ça? Oui, Bien je sûr. vais je vais vous le mettre dans le Dans le chat. chat. Oui, oui, oui. Je suis franchement très concernée. Donc, je disais tout à l'heure que j'habite en Lorraine. Ma fille habite à Munich. À Son Munich. compagnon est italien. Et ils viennent de faire un baby qui navigue entre plusieurs langues et plusieurs pays. Voilà, ça, Donc, c'est. et ils se sont mis au télétravail au maximum. Donc, je pense que c'est Mm. un réseau qui peut les intéresser fortement. Ah ben carrément. On a leur Voilà. service. Espérons. Donc, Ouais, c'est un super réseau. ah oui, oui, oui. Parce que riche et varié, hein, il y a des tas de professions et de spécialités différentes. Oui, il y a une cinquantaine de spécialités qui sont, voilà, qui sont présentes dans Ah, tous les secteurs. Il y a la scolarité, il y a la santé, mais il y a aussi les aspects administratifs ou financiers, les aspects de la vie professionnelle. Enfin bon, voilà, on essaye de couvrir tout ce dont les expatriés peuvent avoir besoin, soit pour préparer leur expatriation, soit lorsqu'ils sont expatriés, soit pour préparer le retour. Ce n'est pas Mm. toujours la partie la plus simple, d'ailleurs, du processus. Voilà. Quand bon, grand on est à votre merci. disposition, on va pas, voilà. Oui, voilà, on va pas monopoliser. Grand merci à vous. Merci beaucoup Bien. de votre attention, de votre présence. Donc merci, C'était bien agréable de vous voir. Comme Florence l'a dit, si certains ou certaines, voilà, d'entre vous souhaitent approfondir le sujet ou notamment avoir la partie peut-être plus concernant ce que Anne-Laure devait développer. Donc si j'ai bien compris, c'est plus tout ce qui concerne les 10, les différentes sortes de 10. C'était plus les profils sans HPI. Voilà, les profils sont HPI. Dites-le nous et puis bon, on organisera ça avec plaisir. Voilà, Oui, puis c'était intéressant d'avoir son regard d'anthropologue et d'ergothérapeute. bien On n'a sûr. pas les mêmes métiers et ça se complète, c'est super intéressant. Ce n'est que partie remise. Voilà. Bien, ben, merci à toutes pour votre présence, votre attention. Grand Et merci à merci encore à vous. Florence pour le partage de tous ces points très, très intéressants encore une fois. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Grand Florence. merci à vous et à très bientôt certainement. Bye Avec bye. plaisir. À Bonne soirée. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.